Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mon bilan de lecture du mois de septembre 2025. J'espère arriver à vous le publier assez rapidement, après montage, après la fin du mois de septembre, je croise les doigts. Concernant mes achats ce mois-ci, tout d'abord je me suis procuré le tome 2 Run for a Life d'Estelle Micoli aux éditions Elixiria en format papier parce que j'ai eu ce roman en service de presse numérique grâce à l'autrice que je remercie grandement, mais c'était obligatoire qu'il rejoigne ma pile, enfin ma bibliothèque plutôt, pas ma pile à lire parce que je l'ai déjà lu, et qu'il rejoigne son copain dans la bibliothèque parce que déjà les objets livres sont magnifiques, en plus j'ai adoré ma lecture et il se devait que la saga soit complète, donc voilà, il restera plus que le dernier tome et on est bon. Ensuite, je me suis procuré Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie chez Folio, un petit livre nécessaire dont je vais vous parler dans cette vidéo à 3 €, donc franchement foncez. Je me suis pris Mère Solo de Johanna Lunsen, Le combat invisible chez Payot. Je me suis procuré également Désirer la violence de Chloé Thibault chez Les Insolentes. Ce que la pop culture nous apprend à aimer. Ce livre-là, il est dans ma wishlist depuis un petit moment, depuis sa sortie en fait. Il me fait trop envie, j'ai trop envie de le lire. Un essai comme je les aime et j'espère le sortir avant la fin de l'année. Concernant les services de presse que j'ai reçus ce mois-ci, j'en ai eu deux. J'ai reçu Martha au jamais de Lune Villemain aux éditions Cambourach. Désolée pour la prononciation, Musée des Confluences. Ce service de presse m'a gentiment été proposé par Anaë de Sorcière littéraire pour le compte de la maison d'édition et je suis trop contente de l'avoir reçu, je vous en parle d'ailleurs tout à l'heure dans cette vidéo. Et ensuite de la part de la maison d'édition Hauteville, vraiment une réception surprise parce que je ne l'avais pas demandé au catalogue il me semble, mais enfin bref c'est pas grave. Je suis très contente de l'avoir reçu malgré tout. Il s'agit de Psyché et Eros de Luna McNamara, du coup aux éditions Hauteville, c'est la sortie poche de début octobre. On est ici sur une réécriture de mythes mythologiques, une histoire d'amour apparemment interdite, donc ça me fait bien envie, en plus la couverture est magnifique, donc je vous en parle très bientôt. Ensuite, j'ai gagné un concours ce mois-ci et du coup j'ai gagné Réveil Martin de Priscilla Lopez. C'est donc l'autrice qui organisait un concours sur son compte pour nous faire gagner son roman aux éditions Baudelaire. J'ai très hâte de le lire. C'est un petit roman très court qui je pense va se dévorer tout seul. Je pense que je me le prévois pour pas la semaine prochaine. N'importe quoi. Le mois prochain, j'aimerais bien me le caler bientôt. J'aime beaucoup la couverture, le résumé me tentait bien, donc voilà, je vous en parle très vite. Et ensuite, j'ai une amie à ma maman, Patou, si tu passes par là, merci beaucoup, avec qui j'échange énormément, avec elle et ma maman du coup, concernant les livres, nos lectures, etc. Et donc du coup, elle m'a offert des livres, donc si tu passes par là, merci beaucoup, c'est un amour. Et donc elle m'a offert La chirurgie de Leslie Wolfe chez J'ai lu, Les gouvernantes d'Alexei A, pardon, chez Le Livre de Poche, L'homme des mille détours d'Agnès Martin-Lugan chez Pocket, The Guilty Mother de Diane Jeffrey chez Point. Et enfin, Vigdis Lafarouche de Sigrid Undset, pardon, chez Stock. C'est un petit roman aussi, après c'est écrit un peu petit à l'intérieur, malgré tout, mais je ne connaissais pas du tout. Et ça m'intrigue énormément, donc j'ai hâte de le lire également. On est bon pour mes services de presse, cadeaux, achats, etc. pour ces mois-ci. Et je vous laisse avec mes avis lecture. Allez, j'ai aussi oublié de vous dire que ce mois-ci, j'ai reçu également un livre de la part de la maison d'édition Hauteville que j'avais déjà reçu, donc c'est un doublon. Et avec leur accord, je vais organiser un concours dès que j'aurai lu le roman sur, je pense, mon compte Instagram. Ou alors ça sera sur TikTok, mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour Insta. Donc restez connectés, je vous dévoilerai le roman en question dès que possible. Mais gardez en tête qu'un concours sera bientôt disponible sur mon compte. Pour commencer le mois de septembre, j'ai lu ce tout petit livre-là à 3 € chez Folio. Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie, une femme exceptionnelle vraiment que j'adore, une autrice nigérienne. C'est une très bonne lecture qui selon moi devrait passer entre toutes les mains clairement. Ce livre est nécessaire et d'utilité publique.
Il retrace 2 grands discours qu'a pu faire l'autrice au cours de sa vie. Le premier qui traite globalement du féminisme dans sa globalité. Logique, globalement, globalité. Bref, passons. Le second, il traite du danger de l'histoire unique. Par histoire unique, elle entend le fait que, par exemple, dans un pays, on nous enseigne certaines choses qui nous font croire des choses sur d'autres pays, d'autres cultures, etc., qui sont finalement erronées quand on se rend compte des choses et qu'on va visiter ce pays, etc. Par exemple, le décalage entre les pays européens, occidentaux, et le décalage des pays africains. Les Africains vont avoir une certaine vision quand on n'y est jamais allé, etc., sur l'Europe et inversement, etc. Enfin, c'est ça que plus ou moins, pour vous donner un exemple, ce qu'elle entend là. Et donc, c'est tout ce qui est à l'origine, en fait, de tous les stéréotypes, que ce soit de genre ou autre, des clichés, etc. Et donc, c'est quelque chose qui, ben oui, on se fait des fausses idées, donc forcément, c'est un danger. C'était un petit livre vraiment utile pour du coup déjouer les stéréotypes, les préjugés de genre, bien sûr les préjugés d'origine et d'appartenance. Donc je pense que j'ai rien d'autre à dire à part foncez en librairie et lisez-le. J'ai ensuite continué le mois de septembre, toujours dans le mood essai, féminisme, etc. avec la Malbaise, Pourquoi nous faisons moins l'amour et comment réenchanter nos ébats, de Margot Théroux aux éditions Payot. C'est un livre que j'ai gagné le mois dernier lors d'un concours organisé sur la page du compte de Lorraine. Donc Lorraine, si tu passes par là, merci encore infiniment de m'avoir permis de découvrir cet essai-là. Et merci du coup aux éditions Payot de me l'avoir envoyé. C'est un essai du coup écrit par Margot Théroux qui est sexologue. C'était hyper intéressant. J'ai adoré ma lecture, je ne peux que vous le recommander. Et en plus, il se lit extrêmement bien. Pour le résumer, c'est parti. Il y a quelque chose de pourri au royaume de la paix. À l'heure de la récession sexuelle qui frappe les Françaises, il est temps de briser un énorme tabou de notre société par ailleurs hyper sexualisée, le désintérêt croissant pour le sexe. Comment pourrait-il en être autrement quand la sexualité hétéro est minée par les injonctions genrées ? De fait, les femmes sont sommées de satisfaire un désir masculin réputé plus intense tandis que les hommes sont enchaînés à l'idée de performance sexuelle. Comment déconstruire ce carcan millénaire allègrement renforcé par la pop culture et les codes de la pornographie omniprésente ? Comment remédier à la malbaise qui éloigne les couples hétéros de l'extraordinaire terrain de jeu et de complicité que peut être la sexualité ? Analysant les causes de ce malaise, Margot Théroux dessine des pistes pour libérer les couples d'une sexualité qui ne leur convient pas et surtout les aider à découvrir une sexualité plus épanouie ensemble. Vous l'aurez compris, ici il est question d'un sujet extrêmement tabou par notre société alors que clairement il ne devrait pas l'être. Non, il ne devrait pas l'être tout simplement pour le bien-être et l'épanouissement de chacun et chacune. Selon moi, ce livre-là est d'utilité publique pour retrouver et ou trouver tout simplement tout court de l'harmonie au sein de nos relations de couple. Ici, il s'agit dans ce livre principalement de couples hétérosexuels et bien évidemment tout simplement au sein de nos relations sexuelles. Je pense, tout comme l'autrice, qu'il est important d'avoir une éducation sexuelle adaptée à chacun et chacune, à vraiment prendre en considération dès le plus jeune âge. C'est ce qui favoriserait et changerait énormément d'inégalités du coup sur ce plan-là et ainsi qu'éviter de nombreuses violences physiques, psychiques, sexuelles, etc. Parce que quand on n'a pas les armes, qu'on n'est pas informé sur le sujet, qu'on n'a pas les armes pour savoir ce qui est bien ou pas bien, etc., ben on peut pas se battre contre en fait, tout simplement. Donc l'information, c'est la base. Il faut s'informer sur le sujet et avoir une éducation affective et sexuelle adaptée à chacun et chacune. Donc clairement, que vous dire de plus à part c'est un livre à mettre entre toutes les mains, je vous le recommande chaudement. Foncez! Ensuite, j'ai lu Les Petites légendes de guerre, l'histoire de Clémentine, qui est le tome 2 de celui-ci. Donc, Les Petites légendes de guerre, le tome 1, le récit de Sacha, de Paul Leydet. Il s'agit d'un service de presse, collaboration commerciale non rémunérée, que j'ai reçu de la part de l'auteur, que je vous remercie grandement pour sa confiance. Je vais pas vous lire le résumé étant donné qu'il s'agit d'un tome 2 et il me semble que dès les premières lignes ça spoil le tome 1. Donc on va pas faire ça. Mais pour vous remettre un peu dans le contexte,
Dans le tome 1, en fait, on est sur une uchronie, c'est-à-dire que l'auteur est parti du fait que la Seconde Guerre mondiale est terminée et ce sont non pas les Alliés comme c'est le cas dans la réalité, mais bien les Allemands et les nazis qui ont gagné la guerre. Et donc on va suivre après ça les atrocités qui continuent de se passer après ça. Donc ici on suivait Sacha qui était donc la petite sœur de Clémentine. Et ici on va en découvrir plus sur Clémentine, donc du coup la grande sœur de Sacha qui était dans le tome 1. Moi j'ai trouvé que c'était une bonne lecture, j'étais contente d'en savoir plus du coup sur Clémentine et du coup sur Alphonse Koch qu'on retrouvait du coup dans ce tome là, qui est un Allemand nazi hyper redouté et qu'on va retrouver dans ce second tome là. J'ai franchement bien apprécié ma lecture, je suis contente d'en savoir plus sur ces personnages là, mais j'ai regretté un petit peu le tome 1 dans le sens où ici on était vraiment sur l'après-guerre, sur vraiment cet aspect uchronie. Ici c'est un aspect que je n'ai pas retrouvé et ce qui est normal en fait parce qu'on va faire un retour en arrière où on va découvrir comment Clémentine est rentrée dans la résistance. Et donc ça se passe durant la guerre et pas après la fin de la guerre. Enfin, je sais pas si vous suivez. Donc c'est tout à fait normal, mais c'est vrai que j'ai regretté un petit peu ce côté-là que j'avais dans le tome 1, que j'avais énormément apprécié. Et donc qui n'est pas dans le deuxième tome, même si ça reste une bonne lecture, attention. En fait, on va vite se rendre compte que ce livre-là, en fait, ça va être un roman tremplin, si je puis dire ça comme ça, si j'ai bien compris, pour l'auteur, pour nous emmener sur le tome 3 qui est en cours d'écriture, si je dis pas de bêtises. J'ai beaucoup aimé retrouver l'univers que l'auteur a créé autour de ça, en tout cas autour de ce faux événement, si on peut dire ça comme ça, même s'il y a une partie de vrai, entre guillemets, puisque c'est purement fictif, hein, attention. Et par contre, j'ai absolument hâte de savoir la suite de ce tome 2, parce que la fin, franchement, elle m'a surprise totale. Elle était totalement inattendue pour moi, je suis restée complètement sur le derche, clairement. J'ai fermé le livre, j'ai fait mais what? Mais what? C'est pas possible. Donc très très hâte d'avoir la suite, j'espère que il va sortir bientôt. Petite, petite aparté. Alors, après pour être tout à fait honnête avec vous, il y a quand même des petites imperfections selon moi. C'était pas totalement parfait non plus. J'entends par là, par exemple, que j'ai trouvé, enfin en tout cas c'est vraiment mon avis personnel, hein, attention. Pour moi, il y avait certains petits raccourcis, des fois un peu trop faciles, selon moi, toujours, hein, attention. Et du coup, ça m'a un peu embêtée. Si je peux trouver un autre petit défaut, c'est pas le but de trouver des défauts, mais c'est vraiment pour vous expliquer mon ressenti global. Au niveau des dialogues, il y en a certains que j'ai trouvé pas spécialement spontanés et qui manquait un peu de naturel, mais sinon franchement moi j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai trop apprécié retrouver l'univers de l'auteur. Donc voilà, pour la faire courte, moi je me suis régalée, j'aime beaucoup l'univers de l'auteur même si c'est pas parfait, qu'il y a des choses, voilà, les petits détails que je vous ai donnés tout à l'heure. Malgré ça franchement je kiffe l'univers qu'a créé l'auteur autour de tout ça et c'est hyper intéressant. C'est une vision des choses que j'aurais pas pensé retrouver dans des livres en tout cas ça n'existait pas jusqu'à maintenant et donc voilà c'est assez innovant pour le coup et vraiment j'adore. Donc maintenant il reste plus qu'à voir la suite en fait pour clôturer cette saga et savoir en fait ce que nous réserve l'auteur pour le troisième tome, parce que cette fin là c'était juste pas possible. C'est pas possible de nous laisser comme ça longtemps en fait, hein. Donc j'attends le troisième tome avec impatience. Ensuite, j'ai lu Martha ou jamais de Lune Villemin aux éditions Cambourac en collaboration avec l'autrice et le musée des Confluences. Il s'agit d'un service de presse, collaboration commerciale non rémunérée, je vous lis le résumé. Chaque année, à la fonte des neiges, des nuées d'oiseaux migrateurs envahissent le ciel de la région des Grands Lacs, là où vivent Suzanne et Martha. En cette fin de 19e siècle, les tourtes voyageuses deviennent une nouvelle manne et sont abattues par milliers. Les deux jeunes femmes questionnent cette chasse démesurée jusqu'à fomenter des actes de résistance. Faisant éclore avec une grande délicatesse l'histoire de cette puissante amitié féminine, Lune Villemin imagine le destin de celle qui déjà luttait pour la cause animale.
Vous l'aurez compris, dans ce livre-là, il est question de chasse intensive et donc d'extermination de l'espèce du pigeon migrateur, dit ici dans le résumé de tourte voyageuse. Ce livre-là a donc pour but de sensibiliser le plus grand nombre à cette pratique et donc de faire évoluer les consciences forcément dans le bon sens, bien que malheureusement, selon moi, c'est un peu tard pour ça, puisque vu l'état général de notre planète, c'est une véritable catastrophe et franchement, qu'est-ce que j'ai honte d'être un être humain de nos jours, c'est vraiment abominable ce qu'on a fait de la planète Terre, franchement c'est une catastrophe. Bref, alors, revenons à nos moutons. Bien que, faut se l'avouer, cette histoire est vraiment triste, très triste, triste à mourir, c'est le cas de le dire. J'ai vraiment passé un bon moment de lecture, j'ai apprécié cette lecture, je la trouve nécessaire et utile, et j'ai appris plein de choses durant cette lecture. En plus, c'est une histoire vraiment très courte, je sais pas si on peut le qualifier de nouvelle, puisqu'il fait une 60aine de pages, je sais pas c'est quoi le nombre de pages maximum pour que ça soit qualifié de nouvelle. Enfin bref, en tout cas, c'est un petit livre de 60 pages, d'une 60aine de pages. Il est très accessible, il fait 10 €. Ça se lit vraiment très vite. Le travail éditorial en plus, franchement, top. Franchement, c'est de la qualité, mais franchement, aux petits oignons, c'est superbe. Et par contre, je voulais juste vous faire une petite précision malgré tout, même si ça se lit vite et bien, parce qu'en plus de ça, c'est court, en plus c'est hyper aéré à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Donc ça se lit vraiment très très vite. Et malgré ce fait-là, la plume de l'autrice et le fait que l'histoire se déroule au 19e siècle, il faut quand même avoir en tête que on a quand même ici un langage assez soutenu à cette époque. Donc voilà, ça peut peut-être en freiner certains pour se lancer. Moi, en tout cas, ça ne me pose aucun problème. Je suis adepte des romans historiques, etc. Donc ça ne me pose pas de soucis. Et j'ai trouvé ça justement hyper intéressant. On arrive vraiment à s'immerger dans l'époque où ça se passe, où ça se déroule. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. D'autant plus que le concept de ce livre-là est hyper original, c'est-à-dire que si j'ai tout bien compris, en fait le livre fait partie d'une collection qui a été créée en collaboration avec la maison d'édition et le musée des Confluences à Lyon. Cette collection s'intitule Récits d'objets et en fait le concept c'est que chaque auteur et chaque autrice va partir d'un objet exposé dans le musée et va créer toute une histoire autour. Donc ici il s'agit, vous l'aurez compris, du pigeon migrateur qui est une espèce qui a été éradiquée. Celui-là il date de 1910, avant 1910. Il est donc exposé au musée des Confluences et donc l'autrice est partie de cet objet-là pour nous faire cet univers, pour nous faire cette histoire. Je trouve ce concept d'autant plus original puisque du coup il permet au plus grand nombre en fait de découvrir le musée d'une toute autre façon. J'ai trouvé ça super chouette, j'ai adoré cette expérience. D'ailleurs je peux peut-être vous lire le petit paragraphe sur ça. Récit d'objets, une collection dirigée par Hélène Lafont-Couturier et Cédric Lesec. Le musée des Confluences de Lyon a pour ambition de raconter l'histoire de l'humanité et du vivant en faisant dialoguer sciences naturelles et sciences humaines. Ces plus de 2 millions d'objets stimulent l'imaginaire. Le projet de cette collection est d'inviter des écrivaines et des écrivains à s'en saisir comme matière de leur récit, gageant qu'elle incite les visiteurs du musée à rêver à leur suite. Voilà, je trouve ça super cool. Au-delà du fait que cette histoire traite du coup de la chasse intensive et de l'extermination de la tourte voyageuse, au-delà de ça, on a ici une belle histoire d'amitié qui se crée entre Suzanne et Martha, qui sont deux bases cousines et amies de base, mais en fait le fait que ces deux femmes-là en fait font partie d'une famille de chasseurs du coup de tourtes voyageuses, de pigeons migrateurs, et en fait elles vont se poser des questions, elles vont se dire mais attends, ok ça nous rapporte de l'argent et tout, mais ces petites bébêtes là elles souffrent énormément. En plus de ça elles arrivent par milliers, ça fait des nuages de fou avec des éclipses, comme s'il y avait une éclipse pendant des jours et des jours. Et nous, on est en train de les massacrer. Un jour, dans pas longtemps, ils risquent de plus du tout en avoir si on les laisse pas se reproduire, etc. Machin, nana. Et de là, du coup, ça va renforcer leur amitié parce qu'elles vont lancer des petits actes de résistance. Du coup, bon, bah, à leur échelle, elles vont essayer de sauver le plus de tourtes voyageuses possible. Donc c'est pas énorme en soi, mais je trouve cet acte de rébellion magnifique et leur histoire d'amitié encore plus.
Et j'ai trouvé ça vraiment très très chouette de retrouver ça dans ce livre-là. Et ça me conforte dans l'idée, dans le fait que, après avoir lu plusieurs livres sur cette thématique, on va dire ça comme ça, ça me fait penser au fait que en fait, la cause animale, protection des animaux, etc., et la cause du féminisme se ressemblent énormément et qu'en fait se sentent concernées principalement les femmes, que ce soit dans la cause des animaux et le féminisme, logiquement le féminisme, mais surtout la cause animale, c'est surtout les femmes qui se sentent concernées. Alors certes, il y a des hommes, heureusement, qui se sentent concernés et qui le font, et merci beaucoup à eux, mais c'est quand même une minorité face au reste des personnes qui se sentent concernées par ce genre de cause, et donc voilà, à méditer. Et vous vous rendez compte que quand même, enfin, je vais vous lire le petit écriteau du coup sur ça, mais le pigeon migrateur, autrefois l'un des oiseaux les plus populeux d'Amérique du Nord, est aujourd'hui un symbole tragique de la disparition d'espèces. Très endurant, il maigrit sur des milliers de kilomètres à la recherche de nourriture. Les vols de pigeons migrateurs étaient si denses qu'on disait qu'ils pouvaient obscurcir le ciel durant des heures. Ces nuées pouvaient compter des millions d'individus. L'espèce fut pourtant éradiquée en moins de 40 ans de chasse, vous vous rendez compte ? Le dernier individu connu, une femelle nommée Martha, est morte au zoo de Cincinnati en 1914. C'est quand même un truc de fou. Ensuite, j'avais envie de prolonger un petit peu l'été et tout ça. Et du coup, je me suis plongée dans Colloque, Cocktail et Pussy Infinité de Sarah Lynn chez Blacking. Alors, il s'agit d'un tome 2. C'est le premier tome, c'était Colloque, Café et Pussy Infinité. Ça se passait sur Paris. J'avais adoré ma lecture, ça avait été un coup de cœur. Et donc, j'avais trop hâte de poursuivre. Je pense qu'ici, je peux vous lire le résumé parce qu'en vrai, ça spoil rien du tout. C'est un tome compagnon en fait. Sur le premier tome on suivait Cali et Ziggy. Ici on va suivre un de leurs amis, Malone, et du coup Sixtine qui va être la dulcinée de Malone. Gérer un palace de luxe, check. Supporter des frères ultra protecteurs, check. Embaucher 2 saisonniers imprévisibles, check. Résister à l'un d'eux. À 22 ans, Sixtine jongle entre la gestion du complexe hôtelier familial et les règles imposées par ses 4 frères. Seulement, tout dérape avec l'arrivée de Malone et Ziggy, 2 recrues bien décidés à profiter de l'été. Entre quiproquo, maladresse et pina colada, Malone, sexy, arrogant et terriblement agaçant, sème le chaos dans le quotidien parfaitement maîtrisé de Sixtine. Mais derrière son insolence se cache un homme qui joue avec les limites pour ne pas avoir à affronter les siennes. Un cocktail d'humour, de tendresse et d'étincelles à savourer sous le soleil éclatant de Cannes. Eh bien écoutez, j'ai adoré ce second opus, j'étais trop contente de découvrir un peu plus profondément Malone. J'adore toujours autant la plume de l'autrice, c'était dingue. J'aime trop son humour, j'aime trop sa plume, c'est hyper addictif, ça se lit en 2-2. C'est des lectures hyper réconfortantes et qui donnent très chaud. Et franchement, c'est exactement ce que j'avais besoin au moment où j'ai décidé de le sortir. Et je pense que je choisis quand même pas mal bien mes lectures en ce moment. Vraiment sortir au bon moment. J'ai trop hâte, même si je sais que ça va pas être dans le même mood. On va dans le 3e opus qui est prévu en début 2026. On va suivre du coup Mao. Je pense que enfin, d'après ce que j'ai compris, ça va être une romance psychologique un peu plus sombre parce que Mao il est quand même assez spécial. Mais j'ai trop hâte de continuer l'aventure des colocs en fait parce que vraiment j'adore les personnages, je les aime tous d'amour. Et vraiment la plume de l'autrice elle est géniale. Donc franchement, si vous voulez vous lancer dedans, franchement foncez parce que c'était génial. Et moi personnellement, si Malone et Ziggy veulent faire un trouble, je signe où vous voulez, quand vous voulez, pas de problème, je suis ouverte. Je recommande à 100% et j'ai trop hâte de poursuivre la découverte de l'univers de l'autrice parce que vraiment dingue. J'ai rien à dire en fait, c'est trop bien. Trop bien. En plus, le travail de Blacking, franchement, nickel. Les objets livres sont magnifiques. J'adore la portée de main, etc. Les couvertures sont belles.
Voilà, alors ça va être mon 3e roman de cette maison d'édition. J'en ai encore un dans ma pile à lire et j'en ai pas mal dans ma wishlist. Et franchement, j'ai découvert cette maison d'édition cette année avec Les Héritiers d'Orient. Et franchement, aucun regret, ils ont des pépites vraiment à bord. Et trop hâte de poursuivre sur la découverte de cette maison d'édition parce que franchement, que des bonnes lectures pour le moment. Et j'ai terminé le mois de septembre avec 6 jours à Bombay d'Alka Joshi aux éditions Hauteville. Il s'agit d'un service de presse, collaboration commerciale non rémunérée. Je vous lis le résumé. J'avais senti le regard hostile des infirmières indiennes qui étaient moins payées que moi. Je gagnais plus parce que du sang britannique coulait dans mes veines et parce que je ne montrais aucune réticence à toucher les patients qui m'étaient étrangers, contrairement aux indiennes à qui les traditions l'interdisaient. En rentrant chez moi, j'entendais des murmures qui me ciblaient. Moitié-moitié. C'est aussi mon pays, voulais-je dire. Je n'avais pas choisi mes parents. L'Inde était ma maison. J'étais née ici. Je voulais y rester. En 1937, la célèbre peintre Mira Novak a été admise à l'hôpital de Bombay où Sona travaille en tant qu'infirmière. Rêvant d'une vie plus libre, cette dernière s'est tout de suite liée d'amitié avec cette femme à l'existence rocambolesque qui est comme elle, indienne par sa mère et anglaise par son père. Mais quand Mira est retrouvée morte, les soupçons se portent immédiatement sur Sona. Elle découvre alors que Mira lui a confié une mission dans un mot cryptique, partir en Europe et remettre des tableaux à d'anciens amis et amants. En suivant les traces de la peintre, alors que grondent les menaces de la guerre, Sona découvre de sombres secrets qui pourraient l'aider à mieux comprendre sa propre identité. Et bien écoutez, une belle surprise pour moi, une bonne lecture que j'ai trouvée vraiment très intéressante et très bien écrite. Alors je vous avoue, pour être honnête avec vous, que avant de me lancer là-dedans, j'avais très peur. J'avais peur pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu énormément d'avis mitigés, voire négatifs parfois, passer sur ce livre-là avant que je me lance et du coup ça me faisait un peu peur. Et puis finalement ça l'a fait avec moi. Une très belle surprise pour ma part. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. Alors, malgré le fait que effectivement il y a quelques petits passages selon moi qui sont un petit peu longués. Notamment les chapitres sont très longs, ce qui ralentit un peu le rythme de l'histoire. Et vous savez que j'ai un peu de mal pour ma part avec les chapitres un petit peu longs. Et malgré ça, franchement, j'ai passé un bon moment de lecture. Pour moi, ça l'a fait avec moi, donc je valide. On est ici sur une quête de soi, une quête identitaire. Vous l'aurez compris, ici Sona est née d'une maman indienne et d'un papa anglais. Donc à cette période d'avant indépendance, c'est assez compliqué. Autant il peut y avoir énormément d'avantages à ce statut-là, autant il y a énormément de désagréments aussi derrière. Donc en plus de ça, c'est une femme, donc encore plus de problèmes. Donc ici on traite forcément du coup de la condition de la femme en Inde et de surcroît métisse. On va notamment aussi ici parler énormément d'art et du coup de la condition de la femme aussi dans ce monde artistique en Inde aussi. Et c'est assez compliqué pour l'époque, forcément. On va aussi traiter ici des conflits entre l'Inde et l'Angleterre, puisque l'Angleterre a colonisé l'Inde et on va être ici plus ou moins avant l'indépendance de l'Inde. Donc forcément il va y avoir des tensions, des conflits entre les pays. Et ça va pas arranger les affaires de notre protagoniste féminine ici. Sona ne va pas rester qu'en Inde, ici on va vraiment voyager, on va passer de l'Inde et on va après faire une mission avec elle en Europe. Et du coup on va aussi traiter forcément des conflits d'avant Seconde Guerre mondiale qui est énormément présent dans les pays où elle va aller à ce moment-là. Personnellement j'ai beaucoup aimé le personnage de Sona qui est quelqu'un d'une douceur mais vraiment inégalable. C'est vraiment une très belle personne, bien que malgré tout elle soit assez naïve par moments et on a envie de la secouer de temps en temps. Mais malgré ça, j'ai beaucoup aimé son personnage, je l'ai trouvé vraiment d'une douceur mais voilà, j'ai beaucoup aimé Sona. Alors, après, je vous avoue que j'ai vécu cette histoire de façon, enfin, en tant que spectatrice et non pas en tant qu'actrice. Du coup, ça m'a manqué un petit peu d'émotion. Parce que forcément, quand on le fait en tant que spectatrice, même si c'est beau, même si on passe un beau moment, les émotions sont moins déculpées que quand on a l'impression d'être vraiment à la place du personnage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, c'est mon ressenti. Bref, pour ma part, une bonne lecture, et même si, certes, je l'ai vécu en tant que spectatrice et non pas actrice, et du coup, j'ai pas eu autant les émotions que ce que j'aurais aimé,
pour atteindre un coup de cœur ou quoi que ce soit. J'ai malgré tout passé un bon moment de lecture, j'ai appris énormément de choses, donc moi je vous recommande quand même cette lecture. Après attention, il faut quand même aimer les livres un peu contemplatifs, pas tout à fait parce qu'il se passe quand même des choses, mais voilà, il faut apprécier, prendre son temps avec ce livre, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc voilà, une bonne lecture que je vous recommande. Voilà pour mes lectures du mois de septembre, je vous remercie, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.